Donc la troisième partie, quand le jeu persiste, de l'obstination à la persévérance. Parfois, l'existence semble vécue comme une privation, une geôle, dans laquelle la personne se sent recluse, une servitude à laquelle elle ne pourrait échapper. Pourtant, il y a méprise. La vie est fondamentalement un don. Elle est précieuse. D'ailleurs, rares sont ceux, même souffrants ou plaintifs, qui s'avouent prêts à la perdre. Un instinct puissant nous raccroche à la vie. Cette méprise se rapporte tout d'abord à une confusion entre la cause et l'effet. De fait, ce n'est pas la vie elle-même qui nous enchaîne dans le mal-être, mais ce qui, dans nos modes de vie, nous handicape et nous empêche d'accéder à la dimension vivante de l'existence. Ce sont en effet nos propres entraves qui constituent la source principale de nos maux et qui rendent notre vie difficile, non l'inverse. Ces entraves se présentent sous de multiples formes, impossibles à dénombrer. Elles se relient par exemple à la concupiscence, l'avidité, aux artifices, aveuglement et surdité, à l'enfermement, subi ou agi, dans des relations destructrices, malheureuses ou assujettissantes, etc. Être sous le joug des dépendances affectives toxiques et douloureuses relève donc aussi de la longue liste des souffrances et calamités humaines. La plupart de nos maux sont généralement mis sur le compte de l'adversité, de l'injustice, de l'incurie ou de la malveillance des autres. C'est parfois le cas, mais pas toujours, ou pas seulement. Nos maux peuvent résulter de nos propres dysfonctionnements ou de notre participation inconsciente mais active à nos tourments. Nous enfermer dans la plainte et dans une place de victime nous dessaisit alors de nos facultés réelles de nous dégager de ce qui nous encombre et nous blesse. On peut subsister sans réellement vivre ni véritablement exister et traverser la vie en aveugle. Toutefois, à la différence de l'aveugle qui compense son handicap par le développement de ses autres sens, ce serait ici comme avoir perdu nos sens. Perte de l'entendement, du goût, des capacités de sentir et de saisir, ainsi que le sens de la vie. Récupérer nos sens et notre bon sens s'avère donc capital pour sortir de méprises profondément aliénantes et pour reprendre pied dans nos existences. De même, nos dépendances affectives, enracinées dans notre enfance et notre préhistoire familiale, ne constituent pas une fatalité à laquelle nous ne pourrions échapper. Certes, la part des autres a érigé le socle de nos dépendances, et le lien de dépendance naturelle de l'enfant que nous fûmes l'a fortement arrimé. Mais si notre part plurielle puise à la source de ces autres dont on dépendait, une autre part nous constitue. Notre part singulière et unique, capable de penser comme « je », de se dissocier d'un « on » indifférencié et de se dégager de ce qui l'entrave. Cette part, c'est la nôtre, celle qui peut nous libérer du joug des dépendances affectives ou nous y maintenir. Le pouvoir de transformer notre lien à l'autre nous appartient. Personne ne se trouve à notre place, ni ne peut agir à notre place. Cela appelle à se tourner vers la part à soi. Prêter attention à ce qui nous meut et à ce que nous agissons à notre insu, s'engager vers le changement, accéder au jeu et à la liberté d'être soi. Nous passerons ainsi du jeu enfermé dans ses obstinations au jeu qui persévère et se libère. Alors je vous remontre la couverture. Donc on lit en ce moment le livre sur les dépendances affectives, aimer et être soi-même.
Et on démarre la troisième et dernière partie du livre, donc quand le jeu persiste, de l'obstination à la persévérance. Donc comment persévérer et se libérer du joug des dépendances affectives. Alors je vais juste regarder le chapitre 7. Ok, donc on va lire le chapitre en entier. Et la prochaine fois, on lira le chapitre 8. Ou une partie. Alors, je regarde vos commentaires. Bonsoir Mohand, bonsoir tout le monde. Le livre, c'est les dépendances. Exactement. Voilà, donc je vous remontre. Merci Marcella. Bonsoir tout le monde. Coucou Rafara. Comment vas-tu? Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on commence le chapitre 7. Donc les coulisses de la dépendance. La présente étude sur les dépendances affectives révèle d'évidence leur caractère angoissant, douloureux et aliénant. Toutefois, nous ne pouvons clore ce travail sans y appréhender l'existence d'autres facettes, bien moins manifestes, décelables et même avouables. Leur prise en compte s'avère pourtant essentielle afin de permettre un dégagement et une transformation en soi de ces formes toxiques et captives de dépendance. La prise en considération de leur face cachée fait alors directement appel à l'écoute de la part à soi. Tel un théâtre où se joue sur la scène le drame affectif dans ses multiples versions, d'autres lieux appartiennent à cet ensemble mais restent dérobés au regard, je veux parler des coulisses. À quel regard s'agit-il de soustraire l'envers du décor ? À celui des autres, certes, mais plus en profondeur, à notre propre regard. Ainsi, nous sommes généralement favorables à ce que du meilleur advienne, et à ce que du meilleur advienne en attente de mieux être ou de mieux vivre. Pour cela, nous espérons le plus souvent que le changement surgira comme une grâce tombée du ciel, ou qu'il proviendra des autres, les proches, l'environnement amical, professionnel, social, mais aussi le psychanalyste et autres thérapeutes, fréquemment investis comme un personnage tout-puissant qui détiendrait le savoir et le pouvoir de guérir. Détrompez-vous, le psychanalyste est aussi ignorant que ses patients, et même plus qu'eux, des maux dont ils souffrent lorsqu'ils viennent le consulter. Certes, il détient un savoir théorique ainsi que son expérience clinique et humaine. Pour autant, il ne possède pas la vérité, ni celle de ses patients, que seuls détiennent, même si elle leur reste encore méconnue. Son rôle n'est pas de savoir à la place des analysants, ni de décider pour eux, mais de les accompagner et de les soutenir, et de les seconder. Il est le thérapeute au sens du thérapon, tel que Françoise d'Avoine le décrit. En ancien grec, thérapon signifie le second au combat, celui qui prend soin des blessures de l'autre, qui fait corps avec lui, sans lequel aucun combat n'est possible. Patrocle pour Achille. Or, donc on reprend ici, or, la mutation de nos souffrances psychiques et affectives implique une transformation intérieure. Là se situe donc une première difficulté, celle de percevoir, de reconnaître et d'accepter que le changement, pour ce qui nous concerne en propre, est à opérer en soi. Reconnaître cette réalité constitue une étape primordiale. Une seconde étape consiste à surmonter nos freins au changement, freins qui relèvent d'une force d'inertie parfois considérable. Parmi ces entraves se trouve la peur de l'inconnu. Ainsi, il nous paraît souvent préférable de demeurer dans nos fonctionnements usuels, certes producteurs de déplaisir ou de souffrance,
mais en tout cas 2 mots qui nous sont familiers. Abandonner nos vieux mécanismes pour en découvrir et en expérimenter de nouveaux engendre généralement inquiétude et parfois épouvante. Lâcher prise peut en effet devenir source d'angoisse, car cela ouvre sur un temps d'obscurité, de doute et sur la sensation d'un vide, de ne plus rien maîtriser, de ne plus rien savoir. Dans les premiers temps, tout cela semble peu rassurant. Par ailleurs, une autre forme de résistance au changement opère en arrière-plan et s'avère probablement la plus tenace, celle de renoncer aux bénéfices inconscients en jeu dans les rapports de dépendance. Ces bénéfices impérieusement recherchés sont constitutifs d'un fonctionnement aliénant aux effets pernicieux pour la personne, pour l'autre et pour la relation en général. Alors je vous remonte le livre. Bienvenue tout le monde. Voilà. Vous avez les replays sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller écouter les précédentes lectures du livre. Les bénéfices inconscients. Les bénéfices inconscients se rapportent à la recherche de satisfaction inavouée, car incompatible ou trop discordante avec les exigences et les interdits intériorisés par la personne. Cette démarche reste donc circonscrite à l'inconscient par le processus du refoulement. Le refoulement se définit comme une opération psychique par laquelle le sujet chasse ou réprime dans l'inconscient les pensées, les attentes, les souvenirs déplaisants. Ainsi, les dépendances affectives, dans leur face visible, produisent angoisse, frustration et souffrance, mais peuvent parallèlement offrir en retour des bénéfices contenus dans leur face cachée. Le rapport de dépendance peut en effet être inconsciemment utilisé dans 3 directions principales. L'apaisement d'une poussée pulsionnelle, le refus de renoncer à une attente très chère et la remise en jeu d'une ancienne relation de dépendance. Donc là, on va voir les 3. Alors, répondre à une pulsion. Le bénéfice recherché dans le lien de dépendance peut se relier à une poussée pulsionnelle. Y répondre produit un soulagement de la tension exercée par la pulsion et un plaisir puissant. L'apaisement d'une tension. Lors de séances, Iris note qu'à la suite de pensées, de paroles ou de comportements agressifs, une très grande tension monte en elle et l'envahit durablement. L'analyse de ces ressentis violents, peu à peu, laisse poindre son angoisse sous-jacente de représailles de la figure du monstre en réponse à son agressivité assimilée à une forme d'insoumission. Prend alors sens pour elle la présence d'une pulsion impérieuse. Retourner auprès des connaissances masculines ressenties comme nocives. Pendant longtemps, Iris a comparé son attitude compulsive à celle d'une personne en manque qui se précipite sur la bouteille planquée dans le placard. Peu à peu, Iris identifie que retourner auprès de ces figures délétères représente inconsciemment un acte d'allégeance, destiné à éviter les représailles tant redoutées. Elle parvenait ainsi à apaiser l'extrême tension qui l'habitait. De la sorte, rester dans un rapport étroit de dépendance offrait en retour le sentiment d'être préservé d'une mesure de châtiment. L'accès à une jouissance. Par ailleurs, son assujettissement à une figure mortifère suscitait angoisse, chagrin et douleur. Mais dans des moments rares et éphémères, le tourment se transformait en délice. Le monstre se laissait séduire et dispenser ses faveurs.
Retrouver l'intensité de ces instants exceptionnels entretenait ainsi le feu de la passion, mais aussi le lien de dépendance duquel cette jouissance surgissait. La jouissance, comme satisfaction directe et immédiate d'une pulsion, produit un plaisir puissant. En effet, elle soulage dans l'immédiateté la tension provoquée par la poussée pulsionnelle, en même temps qu'elle anime un sentiment de triomphe par le retournement d'un ressenti d'emprise ou de soumission en un vécu de maîtrise ou de domination. Cependant, la jouissance est captive. La puissance de ses délices fait mesure égale à sa brièveté et sa fugacité. La satisfaction est immédiate tout autant que passagère. Elle n'est jamais acquise et la retrouver implique d'y retourner, telle l'image suggérée par Iris de la personne accro qui retourne à la bouteille. Le rapport de dépendance devient alors en partie source et conséquence d'une jouissance. De fait, cette dernière découle de la première en même temps qu'elle la renforce. D'autres manifestations pulsionnelles peuvent être à l'œuvre dans les liens serrés de dépendance affective. Parmi celles-ci, nous trouvons la pulsion d'agression. Pulsion d'agression. Le lien de dépendance peut en effet être inconsciemment utilisé comme expression détournée d'une agressivité profonde et comme moyen de porter attaque à celui ou celle envers qui la personne se sent dépendante. Au cours de sa psychanalyse, Raffaella a pris de plus en plus nettement conscience de cette face cachée. Proche de la trentaine, elle travaillait et gagnait sa vie depuis plusieurs années. Bien qu'en âge et en mesure de quitter le domicile familial, Raffaella restait dans une dépendance étroite à ses parents. Comme abordé en première partie de cet ouvrage, Raffaella s'est longtemps revêtue d'une enveloppe d'indifférence, destinée à la couper de ses éprouvés de culpabilité et de honte, ainsi que de tout sentiment de dépendance. Toutefois, son cramponnement à ses parents et sa persistance à demeurer chez eux révélaient le maintien d'un rapport de dépendance. Celui-ci impliquait un lourd tribut, notamment le sacrifice de sa liberté et de sa vie d'adulte. Raffaella restait l'éternel enfant de ses parents. Son cheminement psychanalytique l'a notamment mené à prendre conscience de sa volonté de punir ses parents de ses frustrations, déceptions et blessures de son enfance. De cette façon, rester dépendante d'eux induisait en retour chez ces derniers le sentiment coupable d'avoir échoué dans l'éducation de leur fille. Cela amenait également des frustrations et une entrave à leur liberté, notamment celle de retourner au pays natal à l'occasion de leur retraite. Ainsi, le rapport de dépendance dans lequel Raffaella se trouvait enfermée représentait en partie, et à son insu, un moyen de rétorsion. Vengeance et représailles s'exerçaient secrètement. Mais cela avait un prix, l'intensification de ces sentiments de culpabilité et de honte, qui à leur tour alimentaient ressentiment et agressivité. Le lien de grande dépendance dans le couple de Catherine et Patrick trahit lui aussi en partie une volonté de représailles. Lors d'une séance, Patrick soulève cet aspect. « Je soupçonne ma femme de vouloir me faire payer d'avoir abandonné son métier d'ingénieur pour me suivre dans mes mutations professionnelles et élever les enfants. Je pense qu'elle s'est sentie sacrifiée et qu'elle m'en veut. C'est sa façon de se venger. » Bien qu'en confirmant le sentiment d'avoir sacrifié sa vie professionnelle, Catherine réfute catégoriquement les allégations de Patrick. L'idée que son attachement massif et douloureux à son mari puisse en partie assouvir des sentiments vengeurs lui est insupportable. Pourtant, force est de constater que ce rapport de dépendance a démarré à cette période
ou dit-elle « j'ai tout lâché pour suivre mon mari ». Bien entendu, la relation de grande dépendance de Catherine à Patrick n'a pas pour origine l'exercice d'une pulsion d'agression. Cependant, la reviviscence de son couple, d'un ancien rapport d'assujettissement, toujours d'actualité, ainsi que l'héritage du devoir de sacrifice, animait en elle ressentiment et hostilité. Ces sentiments agressifs, trop difficilement pensables, ne pouvaient s'exprimer ouvertement. L'emprise exercée sur son mari représentait ainsi le moyen de les évacuer subrepticement et entretenait le lien de dépendance par les bénéfices inconscients qu'elle en tirait. Pulsion d'emprise. Ces observations nous conduisent à un troisième type de motion pulsionnelle repérable dans certaines formes de dépendance affective, la pulsion d'emprise. Dépendre entièrement de l'autre, c'est aussi enchaîner cet autre dont on ne pourrait se passer. La personne ouvertement dépendante exerce à sa manière un chantage à la culpabilité. En quelque sorte, elle dit à cet autre, dont elle se sent si dépendante, « Je ne peux pas vivre sans toi, et si tu n'acceptes pas d'être tout à moi, j'en souffrirai terriblement. » Nous savons combien il est culpabilisant de ne pas répondre aux demandes impérieuses d'une personne, et encore plus d'un proche qui exprime sa dépendance à notre égard. Un parent peut également exercer son emprise sur l'enfant sous la forme de ce chantage affectif. Si tu ne réponds pas à mon attente, c'est que tu ne m'aimes pas. À sa façon, Patrick vit cette forme d'emprise qu'il ressent comme insupportable et nourrit en lui le sentiment de se faire engloutir. Ainsi, les dépendances affectives, sources de souffrance, peuvent parallèlement représenter un moyen de maintenir sur l'autre une mainmise, lui interdisant, sous peine d'une culpabilisation, de s'affranchir et de recouvrir à sa liberté de sujet. Elles peuvent alors constituer un véritable diktat et instituer un rapport d'assujettissement. Cette forme d'accaparement résulte, elle aussi, d'une tension pulsionnelle très forte, en écho à une angoisse d'anéantissement ou d'effondrement. L'assujettissement de l'autre permet alors temporairement de l'apaiser, mais comme toute satisfaction immédiate et directe d'une pulsion, le soulagement n'est que provisoire et appelle son incessante réitération. Par ailleurs, l'assujettissement de l'autre peut s'opérer par une inversion du rapport de dépendance. Il s'agit cette fois de mettre l'autre en dépendance. C'est ce que Don Juan, virtuose et infatigable conquérant, met en acte. Ravir le cœur des belles qui le charment pour mieux fuir et garder sous contrôle sa propre dépendance. Chez notre séducteur impénitent, la pulsion d'emprise apparaît en effet incoercible. Alors, avoir prise sur l'autre pour le garder à soi ou pour lui échapper constitue ainsi une autre catégorie de dépendance, une autre catégorie de bénéfices inconscients issus du rapport de dépendance. Alors avant de continuer, je vous montre le livre. Donc on lit les dépendances affectives. Alors j'ai bugué sur quelques mots, désolé, c'était pas très fluide. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Hop. Alors, avant de continuer donc sur les dépendance à une attente incomblée. Donc on a pu voir, donc là on démarre le chapitre 7, les coulisses de la dépendance. Donc en fait, elle explique que donc on a vu les dépendances, on a vu
finalement les conséquences de cette dépendance, la souffrance qu'il pouvait y avoir, mais parfois, donc on le voit, donc elle explique en début de cette troisième partie, on est seul maître de notre changement. En fait, les thérapeutes peuvent nous accompagner à comprendre, à aller creuser ce qui se passe, mais le changement, c'est à nous de le vouloir, c'est à nous d'accepter la situation et de trouver des solutions. Alors évidemment, on est accompagné, on peut être très bien entouré, on peut faire évoluer notre environnement, mais tout ça, il faut vraiment le vouloir. Et elle explique que, alors parfois, et c'est très inconscient, un des éléments qui fait qu'on a du mal à se retirer de ces dépendances affectives, c'est qu'on va en tirer des bénéfices inconscients. C'est-à-dire qu'on va de cette situation de dépendance affective à l'autre, à ses parents, à des amis, à un ami, une amie, donc à son ou sa partenaire, on va en tirer certaines satisfactions. C'est-à-dire que on va en tirer un plaisir qui va être la plupart du temps rapide, sous le coup d'une humeur ou en tout cas d'un besoin, on va dire, express, quoi, rapide. Et donc là, donc elle a pu expliquer déjà, donc une des trois causes qu'on a pu voir là, donc l'apaisement d'une poussée pulsionnelle, voilà. On a donc l'apaisement d'une poussée pulsionnelle, le refus de renoncer à une attente très chère et la remise en jeu d'une ancienne relation de dépendance. Donc là, on a vu répondre à une pulsion, donc l'apaisement d'une tension. Donc là, on a vu sur l'apaisement d'une tension que parfois, on a tendance à revenir dans cette relation qui nous met en dépendance affective par peur inconsciente que cette tension revienne. Donc, par exemple, là on a vu sur Iris avec son partenaire, on a par exemple, pour changer un petit peu parce qu'on pense souvent au partenaire, mais on peut avoir une relation comme on l'a vu enfant-parent, où en fait on aura tendance à revenir dans cette relation par peur en fait de la tension, du conflit qui va pouvoir y avoir, même si il n'y a pas, inconsciemment, comme on l'a connu, on se dit qu'on va le revivre. Et donc on n'a pas envie de revivre cette situation, donc on va préférer retourner vers cette relation, justement parce que il y a cette peur qui existe. Et donc ça arrive aussi évidemment dans des relations de couple. Voilà. Ensuite, on a l'accès à la jouissance. Donc là, c'est le soulagement immédiat à une tension. Donc on l'a vu, le soulagement immédiat suite à une pulsion. Donc là, c'est quand en fait on est accro à la personne. Et en fait, le fait d'être accro, comme on peut être addict à beaucoup de choses, on a besoin de cette chose-là. Donc on a besoin de nos parents, on a besoin de notre partenaire, on a besoin, voilà, parce que en fait ça vient combler un vide, ça vient combler une peur. On a l'impression que cette personne nous apporte quelque chose qu'on ne peut pas se donner. Et donc comme c'est une pulsion immédiate, comme c'est un besoin immédiat, et on va très rapidement retourner vers cette personne. Et ça, on peut le voir en général dans les relations de couple, avec un ex toxique, on est dépendant, dépendante, il nous manque, c'est terrible, alors que la personne nous maltraite ou que la relation ne nous correspond pas. Pourtant, on va y aller. Voilà. Pour avoir en fait ce sentiment, donc elle le dit, de triomphe, avoir l'impression qu'on maîtrise la situation, parce que ce geste vient répondre à notre besoin, on a l'impression qu'on maîtrise la relation, alors qu'en réalité non, on répond simplement à une pulsion, quoi. Mais au final, la situation va rester la même, évidemment. Et on a la pulsion d'agression, donc là c'est lorsque on en veut à une personne, qu'on a de la haine pour cette personne. Là on l'a vu par exemple sur le dernier exemple avec Catherine et Patrick,
où en fait donc Catherine a suivi son partenaire, donc elle a laissé sa carrière professionnelle, elle a peut-être suivi dans un autre pays, dans une autre région, donc ils ont fait ce choix commun, hein. Ils ont fait ce choix, Patrick ne l'a pas forcé, Catherine a accepté, mais elle lui en veut inconsciemment, et elle a l'impression de dépendre de lui, puisque c'est elle qui a fait le choix de partir pour le suivre. Donc il y a ça, il y a également le fait que elle le dit, ainsi que l'héritage du devoir de sacrifice. Ça c'est important, c'est aussi quand on a l'impression de reproduire des schémas familiaux, des schémas parentaux, quand on a l'impression de reproduire quelque chose qu'on a détesté, par exemple chez nos parents ou nos grands-parents ou de manière générale, finalement il y a une haine et on va en vouloir à l'autre. Alors que, a priori, dans ce qu'on avait pu lire sur l'histoire de Catherine et Patrick sur ce livre, à aucun moment Patrick a forcé Catherine à faire ce choix-là, elle l'a fait en adulte. Mais pourtant, elle a ce sentiment de dépendance, et donc elle lui en veut, et elle lui fait la vie dure. Et finalement, elle a l'impression, en fait c'est un retournement de situation, puisque finalement Patrick lui aussi en souffre, et qui souffre le plus au final, donc voilà. Et on a la pulsion d'emprise, et donc là, voilà, donc ça va avec, hein. C'est-à-dire que finalement, de cette situation, Catherine s'en sert aussi pour avoir la main sur la relation. Le fait que l'autre souffre plus qu'elle finalement fait qu'elle a l'impression d'être gagnante dans l'histoire, et donc reste dans ce schéma de dépendance affective. Parce qu'au final, dans tout ça, hein, tous ces bienfaits entre guillemets, donc ces bénéfices, hein, que les personnes tirent de ces relations, on est quand même toujours dans une relation de dépendance affective, et donc au final ça reste quand même évidemment négatif, mais les bénéfices que la personne victime entre guillemets de cette situation de dépendance en tire font que elle n'a peut-être parfois pas envie de quitter cette relation, ou en tout cas d'essayer de la faire évoluer, quoi. Alors, donc je continue la lecture, je vous remonte le livre, donc n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Voilà, si on peut atteindre les 30K, ça serait super, je serais vraiment très reconnaissante. Voilà, bonsoir Pépite, bonsoir tout le monde. Voilà, je regarde les commentaires, bonsoir Serge. Voilà, bienvenue à toutes et tous, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Vous avez les replays des lectures que l'on fait, donc moi je fais des lectures de livres de développement personnel, et les lectures sont sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, et vous pouvez vous abonner. Alors, donc on continue. Voilà, donc là, aujourd'hui, la lecture va pas être très longue, parce que vous voyez, voilà, on n'a que quelques pages sur ce chapitre. Alors, dépendance à une attente incomblée. L'utilisation inconsciente du lien de dépendance comme moyen d'obtention d'une satisfaction cachée peut également se relier à un refus de renoncer à une attente très chère. Il s'agit avant tout d'exaucer une attente ardente, restée incomblée au temps de l'enfance et remise en jeu dans la relation actuelle. Cela peut répondre à un douloureux manque de bras, de présence, d'amour, ou à un passé d'accaparement qui réveille le vœu toujours opérant d'être tout pour l'aimer, comme en témoigne le parcours amoureux de Léa, qui au fil de ses relations poursuivait la quête de la figure maternelle et son aspiration à être tout pour elle, la fille, la mère, la sœur, l'amie et l'amante. Quelle que soit la nature de l'attente, l'exigence de réparation d'une blessure ou d'une injustice passée, sourd dans la relation de dépendance. Rester accroché à sa souffrance
et, à sa plainte, traduit plus en profondeur cette revendication à laquelle la personne demeure en réalité fixée et à laquelle elle refuse de renoncer. Le mariage d'Armand dévoile cette facette. S'aliéner à une femme haïssable traduisait dans une large mesure l'exigence qu'une justice lui soit enfin rendue, à savoir la reconnaissance de son statut de victime. Cette requête fut d'ailleurs l'enjeu principal de son divorce, mais elle s'enracinait dans une autre réalité, celle de son vécu ignoré d'enfant victime d'une mère terrible, sous une apparence irréprochable. Choisir pour épouse une femme chez qui il pressentait le pire et persister dans cette voie reposait notamment sur sa volonté inconsciente de dénoncer les agissements inacceptables de la figure maternelle et de remédier à un déni de justice. Le prix de ce bénéfice inconscient tant désiré a été celui de l'aliénation, pendant de longues années, de son droit et de sa liberté d'exister. Ce lourd tribut révélait ainsi la puissance de son attente à laquelle il se refusait de renoncer. Maintenir cette revendication dans le secret de son inconscient lui évitait de cette façon de devoir en faire le deuil et le dispenser de toute introspection. Ce dernier aspect apparaît d'ailleurs récurrent. Refuser inconsciemment de renoncer à une attente trahit souvent la recherche d'un second bénéfice, l'évitement de se remettre en question. Ainsi, en se maintenant dans un lien étroit de dépendance, on se conforte dans l'idée que tout dépendrait de l'autre, et par voie de conséquence, que nos infortunes ne peuvent être que la faute de l'autre. Dès lors, point n'est besoin de s'interroger sur soi, ni sur le bien fondé de nos revendications. Revendications, attentes, suppliques et récriminations traduisent la demande pressante et l'espoir tenace pour l'enfant, en nous, de recevoir réparation des préjudices subis et d'être comblé. Le rapport de dépendance dans le présent de la personne sert en quelque sorte de bureau des plaintes et doléances d'antan. Les deux époques se relient dans la dépendance. La dépendance actuelle à un ou une partenaire se substitue à celle vécue enfant avec nos parents. Rester fixé dans une attente appartenant à une époque révolue nous situe dans un présent composé, où s'actualise dans l'ici et maintenant un vécu relatif au passé. La voie de la répétition. Ceci nous conduit à envisager les bénéfices inconscients sous un troisième angle. La remise en jeu d'une ancienne relation de dépendance. Dans ses recherches sur l'inconscient, Freud avait observé que ce qui est demeuré incompris fait retour, telle une âme en peine. Il n'a pas de repos jusqu'à ce que soit trouvée résolution et délivrance. Ce retour s'opère par la voie de la répétition, que l'on peut définir comme un processus inconscient par lequel la personne crée dans le présent des conditions de remise en circuit de situations douloureuses du passé. Répétition des rôles. Ce mécanisme est généralement présent dans le choix inconscient du ou de la partenaire. Lorsque le lien de dépendance de l'enfant à ses parents a produit des manques douloureux et de l'accaparement, de la violence, de l'abandon, etc., et que ces vécus sont restés indigestes et non assimilés psychiquement, les personnes porteuses de ces vécus reproduiront, à leur insu, un lien de dépendance semblable avec leur partenaire. Cela pourra se traduire par le choix inconscient d'un compagnon ou d'une compagne à l'image d'un parent abandonnique, violent, accapareur, décevant, etc. La ressemblance n'apparaîtra d'ailleurs pas nécessairement d'évidence, et moins encore pour les protagonistes. Le choix conscient peut même se diriger vers une personne à l'opposé du parent, secrètement ou ouvertement, adorée ou honnie.
Or, lorsque des conflits surgissent dans le couple, c'est précisément cette face cachée, attribuée à tort ou à raison, au partenaire qui émerge. Par exemple, l'attrait d'une femme envers un homme ressenti comme doux peut s'effacer peu à peu devant le sentiment que ce même homme, par ses agissements ou ses omissions, lui fait violence. Dans le couple de Catherine et Patrick, l'inversion, en son contraire, avait elle aussi joué. Ainsi, Patrick avait été séduit par la personnalité très indépendante et autonome de Catherine. Sa déconvenue fut de taille lorsqu'il commença à percevoir l'envers de la relation qui le précipitait alors dans ses anciens tourments de fils accaparé par une mère exclusive. De même, Camille exprime combien elle fut attirée par la tranquillité qui émanait de Laure et qui la rassurait beaucoup. Pourtant, lorsque les tensions émergèrent dans leur couple, Camille prit conscience de la présence chez Laure d'une part angoissée qui l'insécurisait et réveillait son vécu d'enfant auprès d'une mère fragile. Par ailleurs, la répétition dans le lien de couple peut se perpétrer par une inversion des places occupées du temps de l'enfance. Ainsi, Antoine reproduit avec Annabelle sa relation avec sa mère par une inversion en son contraire. Cette fois, il revêt les attributs de sa mère tyrannique et délègue à sa compagne son ancienne place d'enfant, captée dans une relation d'emprise. Quelles que soient les formes de répétition privilégiées dans les couples, ces divers exemples témoignent de la réactualisation, dans la relation présente, du lien de dépendance qui a fait souffrance pour chacun des protagonistes à l'époque de l'enfance. Cette réviviscence remet en circulation les mots de la dépendance de l'enfant aux parents. Mais la répétition peut également rejouer un lien de dépendance issu de l'héritage généalogique. Le choix inconscient du partenaire repose en effet en partie sur ce que nous avons reçu en succession de nos parents et ascendants. Alors avant de continuer, je vous remonte le livre. Alors, je regarde vos commentaires. Alors, il pleut beaucoup dehors, donc n'hésitez pas à me dire. J'espère que vous m'entendez bien. Peut-être que vous entendez le bruit de la pluie aussi. Bon, ça peut être relaxant. Merci pour le cœur, Baïnour. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Voilà, donc moi je fais de la lecture de livres de développement personnel. J'allais dire dépendance affective. Voilà, n'hésitez pas à tapoter sur le live. Et je regarde tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Alors, donc là on va passer aux répétitions familiales. Mais avant, donc vous voyez, là on a vu la dépendance à une attente incomblée. Voilà. Donc là, c'est principalement donc, des attentes qui, du coup, en général, sont vécues. C'est des attentes auprès des parents qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été alors pardonnées, je ne sais pas, mais en tout cas, la personne n'a pas réussi à passer au-dessus de ces attentes-là, n'a pas réussi à se guérir de ces attentes et va inconsciemment les chercher du coup dans ses relations. Voilà, il y a la voie de la répétition. Donc la remise en jeu d'une ancienne relation de dépendance. Donc là, c'est l'idée de se dire, je vais aller dans cette relation pour avoir une satisfaction, c'est-à-dire par exemple, on va enfin voir que je suis la victime dans toute cette histoire. Si on ne l'a pas vu quand j'étais avec mes parents, eh ben on va le voir là avec mon ou ma partenaire.
Ça peut être aussi le fait d'avoir, donc comme on l'a vu, à l'inverse, donc d'avoir par exemple, de choisir un partenaire ou une partenaire qui est tout le contraire de ses parents, mais en fait, justement, par fuite, toujours en lien avec le comportement des parents, et non pas parce que c'est un choix qui est fait pour soi, aligné avec soi-même. C'est pour fuir ou pour se positionner soi-même à la place de son parent. Et là, donc, on va voir les répétitions familiales. Donc, ok. Donc, les répétitions familiales. Donc, s'unir à un autre. Donc, on en est là. S'unir à une autre, c'est aussi accueillir en soi, de bonne ou de mauvaise grâce, la famille de cet autre. Que nous soyons en contact ou non avec elle, qu'elle nous paraisse sympathique ou détestable, accueillante ou fermée, insipide ou savoureuse, bref, quelle que soit la combinaison de nos attraits et aversions, et la qualité de nos rapports avec elle, notre belle famille occupe toujours une place dans notre lien de couple. Pour Grandjean, l'alliance avec un ou une partenaire représente la rencontre de deux lignées, dans leur complémentarité et leurs échecs, et la tentative pour chacun des partenaires de remettre en jeu dans un autre groupe familial ce qui a été hérité de sa propre famille et qui reste en souffrance. De même, Cayce et Tisserand soutiennent l'existence dans le lien de couple d'un pacte inconscient par lequel chaque conjoint cherche en l'autre l'écho de son propre impensé personnel et familial. De cette façon, l'alliance repose sur une compréhension inconsciente mutuelle et une secrète entente où chacun partage le même intérêt à ne pas questionner en l'autre ce qu'il a fait taire en lui. Les dépendances héritées de nos prédécesseurs, culpabilité, dette, sacrifice, font bien souvent écho avec l'héritage généalogique de notre partenaire. Bien que l'histoire familiale de chacun soit singulière et unique, des effluves comparables s'en dégagent. Cela peut concerner des deuils douloureux et restés enquistés dans le groupe familial de chacun, un enchaînement des générations dans la haine, dans le sacrifice ou le sentiment de honte, ou bien encore des vécus d'abandon, d'exil ou de trahison, etc. Quoi qu'il en soit, une blessure familiale à la fois spécifique et analogue réunit inconsciemment les deux membres du couple et leur lignée. Il n'est alors pas surprenant de retrouver chez la belle famille, pourtant si différente de la famille dont nous sommes issus, des airs de ressemblance. Entre personnes, par exemple des traits communs de caractère entre l'un des beaux-parents et l'un de nos parents, du point de vue de la place qui nous est allouée, de porteurs d'une cause ou de bouc émissaire par exemple, ou bien encore au regard de peine ou de blessures étrangement familières. Ainsi, l'héritage générationnel de liens douloureux et de dépendance peut aussi être inconsciemment remis en jeu dans le couple que l'on forme avec notre conjoint. La répétition, de nouveau, est à l'œuvre. Si elle opère tout particulièrement dans le lien de couple, elle ne lui est cependant pas exclusive. Le mécanisme de la répétition peut jouer dans d'autres types de relations. Un parent avec son enfant, une personne avec un supérieur hiérarchique ou l'analysant avec son psychanalyste. Répétition en psychanalyse. Ce phénomène est en effet particulièrement actif dans la relation psychanalytique ou psychothérapeutique. Cadre privilégié de la réactualisation des anciens conflits, souffrances et attentes, ainsi que de leur résolution. C'est ce que l'on désigne sous le terme de transfert. La venue en psychanalyse répond habituellement à une situation de souffrance que la personne souhaite faire disparaître. Son état de mal-être, de détresse et d'affliction la place souvent dans un sentiment de grand dénuement. Elle se ressent impuissante et fragile.
Ces éprouvés réunissent toutes les conditions au réveil du sentiment, et plus encore de l'angoisse, de dépendance, et cela d'autant que la personne vient s'en remettre à quelqu'un de qui, pense-t-elle, tout dépendrait. La crainte, parfois, est telle que la démarche auprès d'un thérapeute reste inenvisageable ou s'en trouve rapidement écourtée. D'autres, malgré leur appréhension, persistent. Les affres de la dépendance, puisant leur source dans l'enfance, se manifestent alors pleinement. Cela se traduit souvent par un double mouvement. D'une part, une attente immense envers le psychanalyste, investi comme tout-puissant, tel le petit enfant à l'égard de son parent, et d'autre part, une défiance en écho à l'enfant meurtri et déçu. Consciente ou non, à la mesure des attentes et de l'omnipotence accordée au thérapeute. Dans le déroulement de la thérapie, un des versants des manifestations de dépendance affective peut prendre le dessus. La personne ou le couple peut adopter une position passive et signifier tout attendre du psychanalyste. C'est ce que Catherine, parlant au nom de son couple, exprimait en me disant « Sauvez-nous ». Dans d'autres situations, une angoisse d'aliénation règne dans l'ombre. Elle demeure masquée mais omniprésente. Afin de conjurer cette angoisse et de mettre à distance tout lien éventuel de dépendance, la personne adopte auprès du psychanalyste un fonctionnement défensif comparable à celui en vigueur dans sa vie relationnelle. Par exemple, Anaïs, Raphaëla et Armand ont chacun à leur manière remis en jeu un fonctionnement de coupure. Pour Anaïs, ce fut principalement par le biais de ses absences récurrentes. Raphaëla, durant la première partie de son analyse, s'est enfermée dans le ressassement et la censure de ses rêves et pensées déplaisantes. Armand, quant à lui, s'est longtemps réfugié dans un discours opérationnel ou anecdotique avant d'oser libérer et explorer son monde intérieur. Parfois, l'angoisse de dépendance s'énonce très ouvertement et la personne dit sa peur de ne plus pouvoir se passer de son analyse ni de son psychanalyste. Brussé parle à ce propos de fantasmes toxicomaniaques, l'analysant exprimant là sa crainte de devenir accro. Marthe, elle aussi, exprimait une vive appréhension. Ainsi, à la suite de notre première rencontre, elle me fait part de son bouleversement, de sa peur, d'un rapport de dépendance et d'être assujettie à quelqu'un d'incompétent, de l'éventualité de s'enfuir à toutes jambes, si nécessaire. Alors, je vous remonte le livre. Je regarde les commentaires. Hop. Donc, je regarde dans le chat. Bonsoir tout le monde. Merci à toutes les personnes qui tapotent sur le live. Alors, le livre, vous l'avez dans mon lien en bio. Voilà, bienvenue tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, hop. Donc, il nous reste 4, 5, 6 pages et on a terminé la lecture pour ce soir. Donc, on en est là. La répétition, persévérance ou obstination. Les dépendances affectives et leur cortège de plaintes, d'angoisses et de meurtrissures font donc inévitablement retour à la relation psychanalytique. S'abandonner, au sens de lâcher prise, se confier et faire confiance au thérapeute ravive les plaies et les peurs. Les enjeux et avatars de notre temps, restés irrésolus, ressurgissent sous le camouflage d'un vécu strictement d'actualité. Or, c'est grâce à ces retrouvailles que l'analysant sera en mesure d'effectuer une retrouvaille. La personne va en effet se confronter avec ce qui est demeuré en souffrance en elle, mais dans un environnement différent de son passé. Non plus seule, mais avec son thérapon, qui la seconde au combat. Se présente alors,
pour elle l'opportunité de transformer, de digérer ce qui était resté en travers de la gorge ou sur l'estomac, de penser les blessures, de retrouver et d'expérimenter un mode relationnel nouveau et plus vivant. Nous rejoignons l'observation de Freud, répétée pour enfin trouver résolution et délivrance. Nous pouvons alors entendre la répétition au sens de persévérance, recommencer inlassablement jusqu'à la trouvaille d'une issue et d'un dégagement. Toutefois, lorsque la répétition se poursuit au sens de l'obstination, elle ne s'apparente plus à un acte de résistance en lutte pour la vie, mais à une opposition au changement et au refus de renoncer aux satisfactions inconsciemment recherchées. En quelque sorte, la personne dit « Je ne veux pas le savoir et je finirai bien par obtenir ce que je veux ». Cependant, ces satisfactions trouvent rarement réalisation. Lorsqu'elles surviennent, l'enchantement n'est que de courte durée et exige son retour en même temps qu'il alimente souvent honte et culpabilité. Rien n'est résolu et la répétition peut reprendre. Cette forme obstinée de récidive n'ouvre donc pas sur des satisfactions profondes ni durables et par ailleurs engendre une nocivité certaine. L'obstination et ses effets pernicieux. Le cramponnement à un rapport inadapté de dépendance affective et aux bénéfices inconscients qui en résulteraient produit en effet des effets néfastes sur soi, sur l'autre et sur la relation. L'enfermement dans la plainte. Au regard de la personne elle-même, la répercussion première tient à un confinement dans la plainte, le ressassement, la frustration, la tristesse et l'amertume. Si prêter l'oreille à nos plaintes intérieures peut nous être d'un quelconque secours, c'est à mon sens celui de tendre notre écoute vers ce qui rumine à l'intérieur de nous-mêmes. Entendre de quoi ça parle, de quoi il retourne. Cela nous situe déjà dans une position active de celui ou celle qui accorde une attention à ce qui tourne en rond et ne tourne pas en rond. Ceci constitue de ce fait un premier pas pour en transformer quelque chose. Il en va tout autrement lorsque la plainte se résume à un rabâchement et à un remâchage. Cet état s'apparente alors à un enfermement dans la plainte qui, au fond, contient celle de ne pas obtenir satisfaction aux attentes secrètes et incomblées. Ressasser est une façon de maintenir de pied ferme leurs revendications, mais son coût s'avère élevé. Il revient de se claquemurer dans un univers clos sur lui-même, à se couper de la réalité intérieure ainsi que du bon, ignoré ou méprisé, qu'elle peut offrir et à se fixer dans une position passive de celui ou celle qui subit. Rien ne peut être réellement transformé et ce serait comme si tout devait rester en l'état jusqu'à obtention d'un dû. Par ailleurs, s'emmurer dans un rapport réitéré de dépendance affective alimente les angoisses qui les accompagnent. La dépendance à l'autre, en effet, conforte les sensations d'asphyxie, de dévoration, de vidage ou d'abandon, et ravive colère et peine. Dès lors, pointe de nouveau la plainte et les demandes de réparation, ainsi relancées et accrues. Nous sommes devant l'image du serpent qui se mord la queue et renvoyé une nouvelle fois à un état d'enfermement. Subir sa vie. Un autre effet particulièrement pernicieux conduit à nous défaire de notre qualité de sujet à part entière pour réduire une partie de notre être à un état de marionnette animé par les ficelles de nos revendications tyranniques, de nos envies vengeresses, de nos griefs. De cette façon, nous nous débarrassons et nous nous détournons d'une part fondamentale de nous-mêmes, notre part d'acteur de notre vie. Nous enfermer dans un rapport de dépendance
nous rend certes victimes des effets nocifs et douloureux qui en découlent. En outre, nous avons repéré combien la part des autres nous meut et nous agit dans nos dépendances. Pour autant, tout cela n'annule pas notre part actrice dans ce qui se joue, même si nous en souffrons, et y compris quand nous ne faisons rien. L'abstention ou l'omission est déjà une manière de se positionner. Reproduire obstinément un tel lien ne consiste donc pas uniquement à subir, mais est également déterminé par notre part agissante, par action ou par omission, dont souvent, dans un premier temps, nous n'aimons pas entendre parler. Même dépositaires d'un héritage lourd, nous ne sommes pas entièrement contraints à la fatalité ni à la victimisation. Les héritages peuvent se transformer à la part à soi, et la part à soi peut y œuvrer grandement. Ne pas recourir à notre jeu et à nos capacités à faire évoluer et à transformer ce qui nous encombre nous condamne à une répétition mortifère et à ne pas occuper notre véritable place. Souvent, cela se traduit par le sentiment de ne pas vivre sa vie ou de passer à côté. Ce ressenti parle juste. Par le refus de lâcher nos revendications appartenant à un temps révolu, nous nous déconnectons en effet de la réalité vraie de notre vie présente. Nous restons happés par un passé vers lequel, même à notre insu, nous demeurons tournés, comme si nous cherchions à avancer à reculons. Alors il reste ces 2 pages et on a terminé la lecture pour ce soir. Un lien néfaste à l'autre. Si les conséquences sur notre personne sont lourdes, elles le sont également pour l'autre avec qui est entretenu un rapport de dépendance. Je les ai évoquées à propos de la recherche des bénéfices inconscients, et cela concerne principalement 2 registres, l'emprise et les représailles sur l'autre. Dans la répétition du lien de dépendance affective à un autre, celui-ci se trouve inconsciemment mis en place et rôle de la figure parentale envers qui la personne est restée assujettie ou en demande. À son insu, cet autre se trouve donc astreint à une place qui ne lui appartient pas et parfois aliéné dans son droit et sa liberté à occuper sa véritable place. Le rapport de dépendance exerce sur lui, sur elle, des mesures d'asservissement, d'accaparement, de mise sous contrôle, auxquelles bien souvent s'adjoint une volonté, plus ou moins inconsciente, de rétorsion. Culpabilisation, punition, vengeance. L'autre se trouve ainsi pris à son tour dans un lien d'enfermement qui, lorsqu'il perdure, asphyxie, dénature et dégrade la relation. Assujettir l'autre, comme se river à lui dans un lien serré de dépendance, a pour corollaire de fausser la relation et de la mettre en danger. Nous ne situons plus en effet dans une relation ancrée dans la réalité présente ni dans un vrai lien d'amour. L'autre n'est plus sujet de notre amour mais objet de nos attentes de comblement, de nos récriminations et parfois de jouissance, au sens d'en disposer comme d'en tirer plaisir. Aimer l'autre et se l'approprier se confondent. Nous sommes dans le règne de la confusion et de la méprise. Les développements qui précèdent mettent ainsi en lumière l'existence d'une part à soi cachée et actrice dans le maintien des dépendances affectives. Notre part propre tient à la fois à la recherche de satisfaction inavouée ainsi qu'à notre faculté et à notre liberté de s'obstiner ou de persévérer dans une transformation de ce qui nous meut intérieurement. Le prix de la répétition obstinée est élevé. Perpétuation des sentiments de frustration, de peine, de dépit et de colère,
intensification des angoisses, renforcement du sentiment de culpabilité, aliénation de notre statut de sujet, entrave à notre liberté d'être et à celle de l'autre, mise à mal de la relation. Pour autant, la perduration des dépendances affectives n'est pas inéluctable. Nous détenons en nous la capacité de changer et de transformer notre relation aux autres et à la vie. La question qui se pose relève moins de la possibilité d'y accéder que de la volonté et des moyens que nous sommes prêts à mettre en œuvre pour cela. Car en effet, si le cramponnement à la dépendance impose son tribut, s'en dessaisir encore en comporte un aussi. Toutefois, la qualité et la saveur des fruits récoltés sont incomparables. Pour poursuivre la métaphore, qu'il s'agisse de récolte, de moisson ou de vendange, chaque transformation nécessite un temps préalable d'effort et d'engagement, dans un travail approfondi, long, parfois fastidieux, mais aussi plein de piment, d'agréments et de richesse. Le jeu en vaut la peine, c'est passer de la survie à la vie. Voilà, donc on a fini la lecture pour ce soir. Donc nous avons lu le chapitre 7. On a pu lire le chapitre 7 que je vous remontre. Tac, voilà. Les coulisses de la dépendance. Et donc c'est le premier chapitre. Bon, voilà, le chapitre 7. Donc le premier chapitre de la troisième partie, quand le jeu persiste de l'obstination à la persévérance. Donc là on a lu les coulisses de la dépendance et on lira sur le prochain live qui sera peut-être dimanche, je vous dirai. Donc le chapitre 8, à la découverte d'une terre nouvelle et étrangement familière, le chemin de l'analyse. Voilà, et je vous montre aussi le chapitre d'après. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez les replays des chapitres précédents sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Madame Succès. Voilà. Et donc le chapitre 9, ce sera vers une liberté vraie. Et puis, je crois qu'on aura fini ensuite le livre. Voilà. Donc, prochaine fois, on lira à la découverte d'une terre nouvelle et étrangement familière, le chemin de l'analyse. Hop, et les autres chapitres, voilà, comme je vous l'ai dit, sont sur ma chaîne YouTube. Hop. Voilà. Alors, donc je regarde vos commentaires. Alors, coucou Manella. Alors, hyper sympa les petits poissons comme ça là. Alors, les lives ne sont pas chaque jour, j'essaie d'en faire régulièrement, c'est toujours le soir sur TikTok et j'en fais, alors j'essaie d'en faire souvent mais c'est pas sur des jours fixes et c'est pas tous les jours. Là cette semaine je crois que j'ai fait mardi, jeudi et je vais faire dimanche. Voilà, parfois je fais plus, parfois je fais moins, mais bon, j'essaye d'être régulière quoi, mais bon. Voilà, coucou Aziz, bonsoir tout le monde. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes, qui ont tapoté sur le live. Bon, on n'a pas les 30K, mais la prochaine fois, je suis sûre qu'on les aura. Voilà. Voilà, donc vous avez le livre. Le livre, vous l'avez en lien dans ma bio s'il vous intéresse, pardon. Voilà, et vous avez aussi le lien de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour supporter mon travail, pour encourager la chaîne
Et vous pouvez cliquer, quand vous regardez une vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez la liker et vous pouvez aussi booster la vidéo. Donc n'hésitez pas sur YouTube à booster mes vidéos, ça permettra de faire connaître les lectures. Merci Lucia. Coucou Amy. Merci beaucoup. Yes, bah, le livre est super, hein. Je vous en avais présenté 2 ou 3 et vous aviez choisi celui-là. Donc voilà, bah, merci à vous aussi hein, d'avoir choisi le livre. Donc là, je les ai pas avec moi, mais habituellement, je vous propose des livres et vous décidez. On décide ensemble de quel livre on va lire. Et donc voilà. Donc en ce moment, on lit celui-là. Donc vous voyez, on est quasiment à la fin. Il nous reste 2 chapitres et on aura terminé la lecture. Donc normalement, semaine prochaine, on a fini le livre. Oui, c'est un sujet qui est pas facile, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas facile. Ça demande une auto-analyse. Ça demande de comprendre notre enfance, notre relation avec nos parents, les schémas familiaux, les héritages. Ça demande de comprendre les schémas qu'on reproduit, ce qui nous attire vers les autres, ce qui nous attire chez les autres. Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est intéressant de voir les bénéfices inconscients de ces relations, parce que finalement, c'est ce qu'on va chercher hein, dans ces relations. Que ce soit pour faire perdurer ces relations ou arrêter les relations puis revenir, etc. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est pas facile parce qu'intérieurement aussi, ça renvoie à beaucoup de choses, à des blessures. On peut se rendre compte qu'on a certains manques, que soi-même, on doit aller pallier et se guérir de beaucoup de choses. Mais même si cette analyse est difficile au début, une fois que vous allez la mettre en place, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ça va vous permettre de stopper certains schémas. Vous allez vous rendre compte, ah ben là je vais vers cette personne, ah ben là je continue à engager une relation avec cette personne pour ça en fait. Donc non, je choisis que non, je me fais souffrance, je décide que non et je choisis une autre option. Et je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour moi et voilà comment je décide de faire différemment. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais évidemment c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça se fait petit à petit, il faut le faire tranquillement, avec de l'amour pour soi, de la bienveillance. Il faut prendre le temps, il faut se pardonner, c'est très important de se dire, bah oui, j'ai été attirée par ce type de personne. Oui, j'ai peut-être fait souffrir aussi des personnes par mes dépendances, par mes carences, mes dépendances, voilà. Mais c'est comme ça. Je l'ai fait pour ces raisons-là. Maintenant que j'en suis consciente, je vais essayer de faire mieux. Et si vous avez besoin aussi d'aller en parler avec des personnes avec qui vous avez eu des relations, que ce soit amicales, de couple, si vous avez besoin d'aller en parler avec votre famille, avec vos parents, vous avez le droit. Vous avez le droit d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez le droit de demander pardon. Vous avez le droit de demander aux gens qui s'excusent pour ce qu'ils ont pu vous faire. Après, si les gens le font, tant mieux, c'est un plus. S'ils le font pas, ça leur appartient. Voilà, et il faut ensuite passer à autre chose. Super, Amy. Oui, n'hésite pas, tu as tous les chapitres. Alors, le dernier live, j'ai pas encore eu le temps de le mettre sur YouTube, mais je vais essayer de mettre, demain, je vais essayer de mettre les 2 lives, le dernier et celui de ce soir, je vais essayer de les mettre directement sur YouTube. Comme ça, vous les aurez tous. Et le livre est super, donc n'hésitez pas à aller écouter les replays. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
ou si vous voulez nous partager vos expériences. Je vais rester encore un petit peu et puis s'il n'y a pas d'autres questions, ben on terminera cette lecture sur ça. Et pour toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui vont le faire, n'hésitez pas à aller sur mon profil pour activer la cloche, pour avoir la notification lorsque je passe en live. Vous pouvez aussi le mettre pour les publications. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant de l'heure à la fin de... Voilà, vous savez quand démarre le live. Et ça vous permet de continuer à suivre les lectures. Sinon, voilà, hein, vous les avez en replay sur ma chaîne YouTube. De rien, Amy, merci beaucoup pour tes commentaires, merci pour ta présence. Hop. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Et on fera une prochaine lecture, je pense, dimanche. Coucou Alexia, ouais, le livre est super. Alors Véronique Berger, je ne vous ai pas présenté l'auteur. Donc Véronique Berger, donc c'est celle qui a écrit le livre, donc c'est l'autrice, donc elle est psychanalyste et en fait elle partage ses réflexions sur les dépendances affectives, son analyse au travers de ses recherches et aussi des témoignages des différents patients qu'elle a pu suivre. Donc elle partage des témoignages, donc tous les noms que vous avez dans le livre, alors je ne sais pas si c'est les vrais prénoms, mais en tout cas c'est des patients qu'elle a reçus en psychanalyse. Donc elle est formée à la psychopathologie clinique, d'orientation psychanalytique et à la psychanalyse groupale. Donc elle est membre de la Fédération des ateliers de psychanalyse, de l'Association européenne Nicolas Sabram et Maria Torok, puis de l'International Winnicott Association. Elle a accompagné pendant une 30aine d'années des personnes en couple et en individuel sur le chemin de leur évolution personnelle, intérieure. Voilà, donc le livre est vraiment bien, je vous remonte le sommaire pour tous ceux qui n'étaient pas là au début du live. Donc sur ce livre qui est quand même... Alors, il y a parfois des mots un peu compliqués, mais n'hésitez pas à aller voir dans le dictionnaire. Voilà, s'il y a des mots compliqués, ne vous freinez pas à ça et essayez d'aller chercher comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que, bon, comme elle est psychothérapeute, il y a forcément un jargon parfois, donc c'est pas toujours évident, c'est normal de pas tout connaître. Mais ne vous freinez pas à ça, en tout cas, essayez d'aller chercher sur Internet et ça vous permettra de comprendre peut-être certaines phrases. En tout cas, donc sur la première partie, donc les multiples visages des dépendances affectives, donc vous avez du coup en fait, bon, les grandes catégories de dépendance affective, même si elle explique qu'il y a plein de manières différentes de montrer, d'avoir des comportements liés aux dépendances affectives, mais en gros, elle montre 3 catégories. Donc la dépendance, comme on l'entend, hein, tout dépend de toi. Donc le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, la peur de la perte, le fait d'être accro, le fait d'avoir peur d'être abandonné. On a le chapitre 2 qui est en fait une ambivalence entre je t'aime à la folie et pas du tout. Donc la fusion à l'autre, l'idéalisation et la haine. Donc en fait finalement on aime l'autre pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il nous fait ressentir. C'est-à-dire je fusionne avec l'autre et donc je ne suis pas moi individuel et il n'est pas lui, mais en fait ce que j'aime c'est la fusion et la relation uniquement et pas la personne, parce que dans la relation quand on ne voit que la relation, on efface les spécificités de chacun. Et là en fait le fait de faire fusion, quand on fait fusion on est obligé de délaisser certaines choses parce que sinon on serait des copier-coller, personne n'est copier-coller. Donc voilà. L'idéalisation, c'est quand on oublie les défauts, les parts un peu sombres de l'autre, et qu'on idéalise parce que à travers cette relation, on prend de la valeur. Il y a aussi ça. Par exemple, je vais donner un peu un exemple cliché, mais je sais pas, voilà, mon conjoint est médecin.
voilà, c'est le meilleur médecin de la ville, il est connu, machin, etc. Et en fait, donc on va l'idéaliser dans son statut, par exemple, hein, donc dans son statut, et on va oublier toutes ces parts négatives. Bon, ça veut pas dire qu'on doit le quitter, mais en fait, on va idéaliser la personne dans ce qu'elle est, et on va être dépendante de ce que le fait de l'idéaliser nous fait ressentir. Voilà, parce que on se sent importante, je suis la femme d'un tel, femme de militaire, pompier, machin. Alors, sans jugement, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'elle explique, c'est que finalement, lorsqu'on fait ça, on s'oublie. Alors le piège, hein, et là où il faut être vigilant, c'est qu'on s'oublie dans notre propre identité, et du coup, on est dans une dépendance, puisque si l'autre part, ou si l'autre fait sa vie, alors pas forcément dans l'idée de se séparer, hein, mais qui sommes-nous en fait? Ça peut l'être aussi avec nos parents, les personnes qui par exemple ont des parents qui sont connus ou avec des personnalités fortes. Ah, tu es la fille de madame un tel ou de monsieur un tel. Ou enfin voilà. Donc on est dans ça. Et donc on a la haine, je te hais, mon amour. Donc l'évitement du rapprochement et l'angoisse de la séparation. Donc en fait on reste ensemble absolument, mais on se déteste. On s'insulte, on se supporte plus, mais on n'arrive pas à se séparer. Et le chapitre 3, donc je ne dépends de personne. Donc là, c'est un autre fonctionnement lié aux dépendances affectives, mais qui en fait, en surface, on dirait que ça ne l'est pas, alors que oui. Et bien c'est lorsqu'une personne s'isole, rompt les liens rapidement, et dans une surindépendance, dans une indifférence de ses émotions, de ses ressentis, de ses besoins. Il y a un vide intérieur. Là, c'est lorsque on a peur d'être en dépendance affective. C'est lorsque, en fait, on est lié, en fait, notre manière d'être, notre fonctionnement est lié à cette dépendance affective. Et donc, il n'y a pas d'équilibre interne. On n'est pas à l'écoute de nos propres émotions. Et on va faire des choses par la fuite. Et par exemple, donc on a Don Juan, donc le célèbre Don Juan qui séduit toutes les femmes, alors qu'en réalité, donc il va faire souffrir les femmes puisque donc il les drague, voilà. Parfois, il peut-être, je sais pas, peut-être coucher avec, etc. Donc il va faire en sorte qu'elles soient accros et puis il va les quitter. Donc en fait, c'est elle qui souffre, mais en réalité, c'est lui qui souffre parce qu'il est complètement dépendant de ces histoires-là et il a peur de s'engager. Voilà, il ne veut pas s'engager parce qu'il a l'impression qu'il va être étouffé, il est en fuite de quelque chose, et ce qu'elle explique, c'est que c'était sûrement, du coup, en tout cas dans cette analyse qu'elle fait là, peut-être lié à sa mère, puisqu'a priori, dans l'histoire de Don Juan, il évoque très rapidement sa mère en disant que voilà, c'était une personne qui l'étouffait, etc. Donc il est peut-être aussi en fuite de ça. Et voilà, donc on pourrait croire que ça n'est pas de la dépendance affective, et pourtant oui. En tout cas, c'est de la peur d'être là-dedans, et donc quand on a peur, on y est. Voilà. Se protéger du lien de dépendance. Donc ça, c'est ce qu'on a pu lire. Et puis, donc la deuxième partie, là, c'est donc la part des autres, donc les héritages familiaux, des parents, des ascendants, voilà, les discours familiaux que l'on se fait, voilà. Et là, on a lu du coup le chapitre 7 ce soir, et on lira le chapitre 8 dimanche. Donc là, on est sur la troisième partie où on se recentre sur soi, où on comprend ce qui se passe, on comprend les bénéfices en fait de pourquoi est-ce qu'on reste dans cette dépendance affective, pourquoi est-ce qu'on reste dans ces cercles-là. Il y a beaucoup de bénéfices inconscients, il y a forcément, quand on reste dans une situation, c'est que ça nous permet d'obtenir quelque chose, même si ça nous ferait souffrir. Donc là, on a vu, hein, c'est comme être accro à une drogue, ça nous fait souffrir, pourtant, on y trouve un bénéfice. Voilà. Et donc elle nous explique bien que en fait
on est responsable de... Enfin, voilà, on est notre propre ressource, on est responsable de ce que l'on fait et on a la possibilité de faire évoluer les choses. Et donc, c'est cette dernière partie où on va vers la compréhension, l'analyse et la libération de soi. Et voilà. Donc, il est vraiment, vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les dépendances affectives. Et en tout cas, je trouve que celui-là est très bien. Et vous l'avez dans mon lien en bio. Si vous voulez aller voir les avis, faire vos recherches, vous avez les éléments. Voilà. Voilà. Bonsoir EMG. Bonsoir Ayanour. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. De rien, Positive Brain. Hop. Ça va, merci EMG. Ça va très bien. Je suis très contente de vous avoir retrouvé sur ce live. Donc là, on a terminé la lecture pour ce soir. Vous aurez le replay. Je vais essayer de vous mettre tous les replays demain sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne pour encourager ce travail, les lectures, booster la chaîne. Et surtout, vous avez tout le contenu des lives TikTok. Donc vous ne perdrez pas une miette des lectures. Et voilà, ça peut vous permettre de commencer à connaître un livre, de voir de quoi ça traite. Et puis si vous intéresse, vous pouvez tout à fait l'acheter ou... Enfin voilà, vous le procurez, hein. Voilà, donc si on a terminé, si c'est bon pour vous, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère en tout cas voilà, que la lecture vous a plu, j'espère que le son était ok, parce que je suis pas chez moi, donc il y avait la pluie, etc. Mais bon, ça vous a peut-être bercé aussi. En tout cas, voilà, j'espère que le live, en tout cas, vous a plu, vous a éveillé sur certaines choses, a permis de... Voilà, de prendre conscience peut-être. Et si vous ne vous êtes pas senti concerné, tant mieux. Tant mieux aussi. Voilà, évidemment. Merci Aura Farah pour ton message. J'ai vu en rapport avec les accords. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère en tout cas que la pluie, on n'en peut plus. Ah, mais vraiment. Bon, c'est très bien pour la nature, mais c'est vrai que pour le coup, même la nature commence à... C'est bien dans certaines régions, mais là, en plus, moi, je suis dans le sud-ouest, là. Parce que pour ceux qui me connaissent habituellement, donc moi, je suis sur Paris. Mais là, je suis redescendue dans le sud-ouest et je peux vous dire que c'est vraiment la tempête. Voilà. Mais bon, écoutez, normalement, on sera tous bien pour cet été, j'espère en tout cas. Donc, profitons-en. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis du coup, donc peut-être à dimanche. Sinon lundi, mais je pense que dimanche je serai là en live pour la prochaine lecture, alors peut-être un peu tard vers 21h, 21h30 comme ce soir. J'essaierai de peut-être faire plus tôt mais pas sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les lectures, sinon comme je vous fais que vous dire, il y a ma chaîne YouTube, voilà, et puis voilà, hein. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. S'il n'y a plus de commentaires, voilà, vous souhaitez une très bonne soirée et reposez-vous bien, une bonne nuit. Et comme je l'ai dit en début de live, très bon ramadan à tous ceux qui le font, très bon carême. Et il y a le nouvel an chinois aussi, donc voilà.
Et pour tous les autres, je vous souhaite aussi une très bonne journée, une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vais couper le live. Voilà, je vous dis à vendredi, à dimanche. À dimanche. Merci Amy. Très bonne nuit à toi aussi. Bonne soirée tout le monde.